Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Voilà, vous avez, je l'espère, devant vous, hein, alors, la carte qui montre quand même que nous sommes peu de choses. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte qui, voilà, elle nous ramène à ce que nous sommes, à l'ensemble de nos réflexions aujourd'hui autour de l'e-voicing, l'e-reporting. Tout cela, évidemment, se fait sous le haut patronage de TradeShift de KPMG. Mariam, je te donne la parole tout de suite pour nous introduire dans ce sujet. Oui, merci beaucoup Stéphane et bienvenue à toutes et à tous. Il y a l'enjeu effectivement de la loi de finances. Il faut s'y préparer dès maintenant. Ce sera applicable à partir de 2024. Et donc, ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui, avec notre partenaire KPMG, c'est comment pouvoir vous y préparer. Parfait. Est-ce qu'on dit quelques mots autour de TradeShift avant de passer la parole à nos partenaires de KPMG? Exactement. Donc, en fait, TradeShift, notre ADN, c'est l'e-invoicing. On est né il y a un petit peu plus de 10 ans. On est très présent en France. Et donc, on aura l'opportunité de vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette loi de finances et puis comment on pourra vous accompagner. Et on a deux grandes thématiques qui vont nous accompagner pendant ces 40-45 minutes, Mariam. Oui, deux grandes thématiques que vont être finalement le contenu, comprendre un petit peu mieux le contenu de la réforme, quels sont les enjeux, les meilleures pratiques, l'impact que ça va représenter pour vos organisations, pour vos différentes entités légales. Meilleures pratiques de conformité, effectivement, et puis ensuite, décryptage des solutions et de la complexité administrative. J'ajoute, avant de passer la parole à nos partenaires de KPMG, vous le dites très, très régulièrement, hein, Mariam, TradeShift le dit très régulièrement, ça n'est pas une petite affaire. Voilà. C'est un bouleversement, et c'est un bouleversement qu'il faut savoir saisir pour en faire, en fait, quelque chose souvent de positif, voire de profitable. Voilà. Julie, Laurent, Julie, c'est à toi que je passe la parole. Oui, avec plaisir. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Je suis Julie Torbet de Saint-Ardouin et donc je suis associée dans les équipes advisory, accompagnement de la transformation de la fonction finance. Et j'ai la chance de porter cette offre facturation électronique e-reporting avec Laurent Tchekouti. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Laurent Tchekouti, je suis avocat associé au sein de KPMG Avocat, 4e métier de KPMG, et avec Julie, on porte l'offre facturation électronique, qui est effectivement une réforme qui a des impacts fiscaux, mais qui, au-delà, se combine effectivement avec les sujets finance et transformation des fonctions en finance. Tout à fait, ouais, absolument. Julie, quelque chose à ajouter? Oui, alors si jamais je vous présente rapidement… Oui, allons-y, vas-y. Rapidement, KPMG. Alors, KPMG est une entreprise à mission depuis cet été et donc elle a pour objectif d'accompagner nos clients, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, vers en fait un accroissement durable en fait. Et on a quatre métiers. Le premier traditionnel et le plus ancien en fait, qui est l'audit. Également l'expertise comptable. Et donc, Laurent et moi, on représente le métier avocat et la partie advisory. On a en France 10 000 collaborateurs, mais notre réseau est évidemment mondial. Et on travaille avec Laurent de façon mondiale sur ces sujets de réforme, puisque la réforme, aujourd'hui, on va faire un focus avec vous, TradeShift, sur la France. Mais cette réforme impacte un peu partout dans le monde, comme on le voit avec Marianne sur les différents sujets. Tout à fait. Bien, oui, parce que les mêmes États ont à peu près partout le même sujet à essayer, et il faut bien le dire, c'est quand même le cœur de cette réforme aujourd'hui, hein, essayer de récupérer notamment l'ensemble de la TVA qui doit être récupérée. Donc oui, ces réformes sont mondiales. On rentre dans le dur, c'est parti, et on démarre avec donc notre première partie, les meilleures pratiques de conformité. Alors, pour vous le dire aussi très rapidement, hein, le chat est ouvert, vous le connaissez, vous avez tous maintenant l'habitude de Zoom, et donc on réservera en fin de session
5-6 minutes, peut-être un petit peu plus si on arrive à gagner du temps pour vos questions. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, peut-être que même d'ailleurs, on pourra les prendre au vol pendant les interventions de nos experts. Donc, Laurent, je vais commencer avec toi. Les meilleures pratiques donc pour assurer la conformité aux nouvelles obligations françaises en matière de facturation et de reporting électronique. Comment est-ce qu'on se prépare à ces nouvelles obligations 2023, Laurent? Eh bien, Stéphane, effectivement, alors peut-être à titre de mémoire, pour rappeler quand même le cœur de la réforme, donc cette réforme de la facturation électronique, elle a deux composantes. Une composante qui est d'une part la généralisation de la facturation électronique pour les entreprises établies en France. Donc, celles-ci vont devoir faire face à un changement de format de document qui va devenir un message structuré et donc un PDF ne sera plus une facturation électronique. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que pour les flux internationaux et les flux avec les clients étrangers et les flux en B2C, on ne va pas changer les modes de facture, on va garder le même document. En revanche, de manière parallèle, on va devoir communiquer ces informations-là via la plateforme d'État et via le e-reporting. Tout à fait. Donc, très important, e-invoicing, e-reporting, qui sont donc deux obligations nouvelles à la charge des entreprises établies en France qui devront donc communiquer en temps réel lors d'une facturation, soit via la communication de facturation électronique, soit via la communication d'un e-reporting. Sur ce sujet, c'est très important d'avoir bien en tête qu'il a pour but de lutter contre la fraude à la TVA, premier point, et le deuxième point, il va falloir permettre de préemplir la CA3. Alors, quand on a compris donc, le cœur de cette réforme, on va pouvoir effectivement se demander comment peut-on s'y préparer. On peut avoir un peu le tournis quand on imagine effectivement la nature et l'objet de la réforme, puisqu'elle va venir remettre en fait le temps réel, la communication au temps réel des données, d'une part, et d'autre part, elle va demander aussi d'avoir une parfaite maîtrise des processus TVA et de ces données. Puisqu'on ne pourra plus dorénavant rattraper un mauvais paramétrage, rattraper une facture qui nécessiterait d'être retravaillée, puisqu'on va tout communiquer effectivement en temps réel. Les anglo-saxons appellent ça le real time. Sur ce point, notre approche et la recommandation qu'on fait, c'est de travailler en 3 temps. Premier point, le cadrage. C'est-à-dire le cadrage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'état des lieux pour pouvoir déterminer où on en est aujourd'hui en termes de processus TVA, revue des données, étant précisé que cette réforme touche à l'exhaustivité des flux, donc pas que les principaux flux business, mais de la note de frais à la refacturation, aux modalités de facturation. Donc ça, c'est un vrai point. Et une fois qu'on a cette cartographie, on va pouvoir bien comprendre comment la réforme va impacter les organisations, qu'est-ce qui va devoir y reporter, y invoicer, et qu'est-ce qui ne devra pas passer par la plateforme. Et enfin, il y a une vraie réflexion à mener, une fois qu'on a fait ça, pour déterminer l'environnement applicatif dans lequel on souhaite évoluer, tant d'un point de vue métier, au regard des ERP, mais également au regard des outils qui peuvent être mis à disposition. Qu'est-ce qu'il faut anticiper, justement? Alors, une fois qu'on a tout ça en tête, qu'est-ce qu'il faut anticiper? Comment on s'y prend? Par quoi on commence? C'est un peu ça la question. Alors, évidemment, comme on l'a évoqué, et on y revient, la communication en temps réel des données va imposer aux entreprises d'avoir un environnement dans lequel les données de facturation seront rapidement communicables. Et donc, on va passer effectivement d'un mode du contrôle a posteriori au contrôle a priori pour s'assurer de la qualité des données. On ne pourra plus avoir de correction manuelle ou d'opération en dehors de l'environnement. Après, il y a un vrai pilier très important, c'est la qualité des master data qui vient toucher en fait quelque chose que les entreprises avec lequel les entreprises, c'est-à-dire elles passent beaucoup de temps à réparer des données qui ne sont pas complètes, et demain, il va falloir passer plus de temps à s'assurer que la donnée est bonne dès le début. Et puis, la TVA a un avantage incroyable, c'est une matière extrêmement vivante, il y a beaucoup de réformes, beaucoup de jurisprudence. Par exemple, pendant des années, on a vécu avec des acomptes pour livraison de biens sans TVA. Il y a une jurisprudence qui est venue remettre à plat là-dessus. Maintenant, les acomptes doivent être signés à TVA sur livraison de biens à compter de janvier 2023. Donc, c'est l'occasion aussi de revoir tous les paramétrages TVA et de revoir aussi toutes les règles de TVA si elles sont conformes
on regarde la réglementation et je suis fort à parier qu'avec depuis 5 ans où les réformes s'enchaînent, il y a sûrement en tous les cas un retravail de retoilettage à faire. Et puis, enfin… Alors, entre la plateforme de l'État, Chorus, et puis ma facture, il y a des prestataires intermédiaires. Comment est-ce qu'ils vont s'assurer de la conformité? Eh bien, le prestataire n'a pas l'obligation de… la seule obligation qu'aura le prestataire une fois qu'il sera certifié, c'est de répondre à des conditions de RGPD et de cybersécurité, de s'assurer que l'entièreté des champs qui doivent être déposés et le format de la facture sont corrects et donc ils sont bien reçus par la plateforme d'État ou bien connectés avec la plateforme partenaire des clients, mais aucunement il ne sera en charge de la validité des processus fiscaux. D'accord. Ouais, non, les choses sont très claires. Il s'intéressera simplement, parce qu'on va dire, au protocole avec lequel la facture est rédigée, mais certainement pas au contenu de la facture. C'est ça, hein, Exactement. À la qualité de la facture, il va dire est-ce qu'un taux de TVA est présent, il va vérifier qu'il est présent. Il ne va pas vous dire s'il est correct ou si vous remplissez les conditions pour que le taux réduit s'applique. Très clair. Comment est-ce que la réforme va impacter l'organisation, la fonction au point de vue fiscal? Alors, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les fiscalistes, sur le déclaratif TVA, c'est souvent la direction comptable qui le gère, et que d'autre part, cette fonction de digitalisation des processus TVA était le vœu pieux des départements fiscaux, des départements comptables, puisque c'est souvent le parent pauvre en termes d'automatisation des processus, digitalisation. Et donc, il y a une vraie révolution à mener pour se demander comment la digitalisation des factures va pouvoir injecter un peu plus de contrôle interne en matière de TVA et également s'intéresser enfin à la gouvernance des données fiscales, qui est aussi un des chantiers qui n'est pas complètement abouti dans les directions. On voit beaucoup de départements dans lesquels le responsable de la transformation fiscale est un peu hybride entre cette réforme et entre la fiscalité. Donc, cette réforme vient rabattre les cartes de qui fait quoi dans l'organisation et enfin peut-être remettre le fiscaliste au centre du jeu au regard de ces flux, puisque c'est lui le garant de la conformité dans l'organisation. Oui, tout à fait. Je retiens un point quand même, hein, Laurent, merci pour toutes ces explications. C'est plus le droit à l'erreur. Hein, vraiment, je crois que c'est un peu là-dessus que tu insistes. Vraiment revoir de fond en comble l'ensemble de vos process facturation et notamment de TVA, parce qu'une fois que ce sera parti, ce sera parti, quoi. Exactement. Et pour peut-être synthétiser le propos, c'est qu'on est en train de construire quelque chose qui sera grand et qui sera très utile, mais avant toute chose, il faut s'assurer que les fondations soient solides. Oui, tout à fait. Qui sera grand, qui sera très utile. Parfait. Donc, vous le voyez, hein, vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, Laurent, Julie, Mariam, vous pouvez regarder ces questions, y répondre même à travers le chat ou les prendre vous-même d'ailleurs, hein, à votre compte si vous souhaitez y répondre. Julie, je me tourne vers toi maintenant. Notre deuxième partie. La deuxième partie de ce webinaire, décryptage des solutions et de la complexité administrative. Donc, différence, OD, PD, PDP, PPF, enfin bref. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, peut-être en introduction à cette partie du sujet? Le sujet PDP, d'abord, ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que le PDP n'est pas une obligation puisque chaque entreprise peut directement se connecter directement au PPF. Après, la question est de savoir, c'est le PDP doit pouvoir aider l'entreprise d'abord à transmettre la facture à son destinataire en direct si celui-ci a un PDP, donc c'est un avantage. Et aussi l'aider à assurer cette pas conformité, mais en tout cas ce respect des formats, de l'annuaire, d'un certain nombre de choses. Donc, une entreprise, après, elle va pouvoir adopter un PDP ou plusieurs en fonction de ses flux. Et donc, c'est quelque chose qui est à apprécier en fonction de ce dont elle dispose, quels sont ses flux. Et donc, ça dépend de chaque entreprise en fonction des différents sujets. Est-ce qu'à l'émission, à l'entrée, en fait, on sait que certaines entreprises aujourd'hui disposent d'EDI. Ces fournisseurs d'EDI, demain, vont sans doute se positionner pour être PDP. Donc voilà, il y a toute il n'y a pas une solution unique avec un seul PDP, ça sera un mix en fonction des besoins, en fonction des sujets et en fonction des flux. Donc, on a bien
la partie e-invoicing et la partie e-reporting d'un côté pour pouvoir, en fonction de ses spécificités et de ses intérêts, trouver la solution qui est la plus importante. Et c'est pour ça, Stéphane, comme vous le mentionnez tout à l'heure, il est important de bien cadrer en 2023 ce projet. Oui, tout à fait. Mais donc, on peut avoir plusieurs PDP en fonction des flux. Et est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs types de solutions entre OD et PDP dans la même entreprise? Oui. Alors, sachant qu'il y a un élément important, l'OD ne peut pas faire la même chose qu'un PDP. Il est vraiment important de aujourd'hui, tel que la réglementation est définie et les spécifications qui ont été émises, le PDP va pouvoir transmettre la facture au PPF, le e-invoicing, mais également transmettre la facture parce qu'il assure un certain nombre de contrôles pour le compte du PPF au destinataire final. Ce qu'un OD ne pourra pas faire. Un OD pourra se connecter juste sur le PPF pour récupérer des factures et envoyer des factures. Le PDP, je veux dire, pourra également en fait récupérer ces factures sur le PPF, bien sûr, mais pourra aussi déposer le e-reporting. Ce que aujourd'hui, tel que la loi est définie, ne peut pas faire l'OD. Donc, on voit que ce n'est pas les mêmes rôles, ce n'est pas les mêmes sujets. Maintenant, encore une fois, Stéphane, ça dépend vraiment de ce dont dispose l'entreprise et quels sont ses besoins et ses spécificités. Quelle solution serait la plus intéressante pour toi aujourd'hui, Julie, en termes de prix, par exemple? Mais peut-être pas seulement, hein, d'ailleurs, hein, la question peut être plus large. La question est plus large. Après, le PPF est aujourd'hui gratuit. C'est un service qui est rendu par l'État, qui est gratuit. Après, un PDP va transmettre un certain nombre de services. Je pense, par exemple, le PPF va assurer un archivage de 6 ans, puisque c'est la durée d'archivage fiscal. On est sans doute possible d'attendre d'un PDP qui puisse assurer l'archivage de droit commercial qui est de 10 ans. Donc, on voit déjà qu'il peut y avoir un service complémentaire qui est rendu. Donc, le PDP va être payant, doit apporter des services et des services complémentaires. Il doit permettre aussi à l'entreprise de faire un certain nombre de contrôles. Je pense notamment au point que mentionnait Laurent tout à l'heure sur les référentiels. C'est vraiment important d'avoir des référentiels en fait, qui soient corrects pour s'assurer que votre destinataire reçoit votre facture. Et donc, tous ces contrôles d'annuaire, de cycle de vie, ça sera des services que pourront rendre le PDP. Après, par rapport à un OD, encore une fois, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut faire comme type de solution, où on veut aller. C'est difficile de répondre à cette question de façon générique sans avoir en fait le cas particulier de l'entreprise, puisque nous, on voit bien qu'en fonction des sujets, ce n'est pas le même sujet. Et sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas dire qui sera OD ou PDP en 2024, puisque les dossiers doivent être déposés en mars-avril 2023, si je ne m'abuse, et donc on devrait avoir une vision en juillet 2023. Bon, on verra ce que Mariam a à nous dire là-dessus, mais justement, Julie, moi, quand je discute là de cette question dans les entreprises, j'entends quand même beaucoup, pas les très grandes entreprises évidemment, hein, entreprises de taille intermédiaire, j'entends quand même beaucoup, bon, on va attendre un peu, on va voir comment tout ça se passe, on va voir qui fonctionne pas, etc. Est-ce qu'il faut faire les choix maintenant, Julie? Est-ce qu'il faut attendre? Enfin, comment est-ce que tu vois le truc en termes... Il y a la temporalité de la réforme qui fait que il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Eh oui. Parce que 1er juillet 2024, on ne pourra pas refuser une facture qui arrivera sur le portail. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas reçue parce qu'elle n'est pas au bon format. Donc, le 1er juillet 2024, le flux comptabilité fournisseur, quelle que soit notre taille, doit être prêt. Après, réfléchir à quels vont être les impacts et quels vont être les changements, c'est des choses qui s'anticipent parce que même si la réforme, il va y avoir 18 mois entre le premier jour en fait, de mise en œuvre de cette réforme et la fin du déploiement de cette réforme, il faut se préparer parce que le mode en temps réel, comme le mentionnait tout à l'heure Laurent,
ça induit un énorme changement dans les modes de fonctionnement. Et plus votre entreprise n'est pas habituée à faire ce type de changement, plus il est important d'anticiper pour s'assurer d'être à l'heure le jour où on devra transmettre ces informations à l'administration fiscale. Parce qu'il ne sera plus possible de corriger la CA3 comme on le fait aujourd'hui en fait, pour l'encadrer. Ouais. Donc, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Et puis, alors, nous, on voit un autre sujet, c'est que… Vas-y. On voit un sujet, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs sont sollicités, mais il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont en train de se lancer. Mais plus on attend, si jamais on choisit d'aller choisir un PDP et tout, si toutes les entreprises se mettent à les solliciter en septembre 2023, bah forcément, les éditeurs vont sélectionner les dossiers sur lesquels ils ont le plus de chances. Il va y avoir une sélection qui va se faire sans forcément répondre aux besoins des entreprises. Donc, anticiper, c'est aussi une façon de sélectionner le partenaire qui sera le plus à même de vous accompagner sans avoir une sélection, je dirais, naturelle par ces derniers en amont en fait, de votre appel d'offres. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Bon, bah, parfait, merci Julie. Mariam, je me retourne vers toi. Donc, cette séquence 3 qu'on nous promet depuis de nombreuses minutes sur la slide qui est affichée. J'ai un petit souci avec… C'est pas grave. On anticipe, nous aussi. Voilà, tout va bien. Donc, Mariam, allons-y, parce que c'est ça qui est évidemment très intéressant. Il y a l'ensemble des obligations qu'on a vues là, hein, obligations de conformité, etc. Et puis derrière, il y a le levier, c'est votre conviction chez TradeShift, il y a le levier de création de valeur que peut représenter l'ensemble de cette réforme. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Mariam? Exactement, Stéphane. Alors, tout d'abord, effectivement, TradeShift en fait, se positionne en tant que PDP, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner les sociétés pour contrôler la conformité, assurer effectivement la réception, la transmission des factures, l'interopérabilité aussi avec un certain nombre d'autres PDP. Derrière aussi tout ce qui concerne en fait l'extraction des données comme l'expliquait Laurent, l'e-reporting en ce qui concerne les transactions qui ne seront pas des transactions domestiques, le cycle de vie au travers de la gestion des statuts et puis naturellement aussi on s'assurera de pouvoir transmettre les informations liées à l'annuaire au PPF. Donc ça, c'est comment dirais-je, le positionnement de TradeShift. On s'inscrit en tant que PDP pour nos clients et puis peut-être d'autres, je l'espère, d'autres sociétés. Et pour la petite histoire, je l'évoquais… J'ai une petite question, Mariam, je te redonne, mais les certifications, puisqu'elles sont faites aujourd'hui, enfin, c'est quoi le calendrier? Alors, les certifications ne sont pas encore faites. Là, on est dans la confirmation vis-à-vis des autorités fiscales qu'un TradeShift va se porter du coup candidat pour devenir PDP. Et à date, effectivement, on est de notre côté, on est en fait sur une analyse des écarts pour savoir ce qu'il faut du coup développer côté TradeShift. Et c'est en ce sens où je vais avoir de bonnes nouvelles. Puisque, comme je l'indiquais, le cœur de métier de TradeShift, c'est l'e-invoicing. On a déjà une forte expérience en fait dans des pays qui sont déjà passés en contrôle continu, comme on l'appelle. Et derrière, on va plus loin aussi parce que on va accompagner aussi finalement les fournisseurs sur la notion d'enrôlement. On sait s'intégrer avec n'importe quel type de RP et puis on a des clients qui comptent sur nous pour qu'on devienne PDP. On a une vraie base solide en France de clients qui sont soit franco-français ou également de clients qui sont étrangers mais qui disposent d'entités légales qui vont finalement émettre des transactions en France. Et on accompagne aussi sur le sortant. On est déjà connecté avec Chorus Pro, donc avec le PPF quelque part. OK, continuons. Okay.
Donc, rapidement, l'annuaire. Donc, TradeShift demain, on gérera le répertoire pour les clients. Il y aura 3 niveaux d'identification qui permettront, comment dirais-je, des destinataires multiples. Sirène, Sirette, le code de niveau d'acheminement. Donc, ça, c'est un point fort, effectivement, dans notre offre. Le cycle de vie, donc la transmission des statuts de paiement, aujourd'hui, c'est déjà intégré dans l'offre TradeShift. Donc, on prend déjà en charge en fait, les statuts requis. Et puis, on peut aller plus loin, même si c'est nécessaire. L'e-reporting, aujourd'hui, on est déjà conforme par rapport au modèle a posteriori en France. Donc, l'e-reporting, on a déjà liste partenaire, la liste récapitulative. Et demain, en fait, tout simplement, on va ajouter un e-reporting complémentaire qui permettra de couvrir les exigences fiscales. Donc, le fonctionnement de TradeShift en tant que PDP, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, on s'assurera de la conformité fiscale, on gérera le cycle de vie et e-reporting concernant les transactions qui ne seront pas domestiques. On a des capacités d'intégration puisqu'on a un middleware qui est natif dans TradeShift, donc on s'intégrera avec les clients et puis également avec le PPF et on interope avec d'autres PDP sur le marché. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y en a. Alors, je ne sais pas si tu les vois. Je vais être très franc. Les questions sont techniques. Donc, je préférerais que vous je pense que vous pouvez les voir, Julie, Laurent, Mariam, savoir si vous avez capacité d'y répondre ou pas. On a une question sur les stocks un peu partout dans l'Union européenne. Est-ce qu'on peut y répondre en fin de session? Ah ouais, on peut y répondre en fin de session. Oui, non, mais absolument. Mais mets-la de côté. Autrement, si on fait, je ne peux pas interrompre le propos, mais si la société a des stocks un peu partout en Europe et des immatriculations secondaires, voilà, je l'ai vu, puisque pour le bénéfice de tout, on dit la question, les transferts de stock de ces pays sont déclarés dans la déclaration TVA, ils devront être aussi envoyés via le e-reporting. Alors, tout à fait, vous êtes en multistock, les transferts, en fait, font l'objet d'une proforma. Et donc, la proforma en tant que telle n'est pas une transaction. Donc, en fait, c'est un peu particulier. C'est que, in fine, ça fera l'objet d'une vente auprès d'un client à l'étranger. Et c'est peut-être cette transaction-là qu'il faudra y reporter. Mais c'est une question, c'est une vraie belle question en tous les cas. Voilà. Non, mais je vois, c'est un formidable. Vas-y, Mariam, vas-y, je t'en prie. Je confirme. Alors, PDP, donc on a déjà répondu Toufik. Aujourd'hui, il n'y a pas encore on va dire, de sociétés, de confrères, consoeurs à TradeShift qui sont certifiés. Toutefois, nous, on a déjà déposé en fait notre demande. Et effectivement, on a de toute manière notre base client qui nous attend au tournant. Et c'est là où aussi je voudrais un petit peu apporter le positionnement de TradeShift, c'est-à-dire PDP, mais on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut être votre partenaire en France sur l'invoicing, les reporting, pour vous inscrire effectivement en conformité par rapport à 2024, mais également on peut vous accompagner finalement dans tous les pays, dans le reste du monde, dans tous les pays où vous avez des entités légales. Et on peut aller plus loin aussi que la conformité, qu'elle s'inscrive en mode a posteriori ou a priori. A priori, c'est le sujet d'aujourd'hui avec la loi de finances. Également par rapport à l'automatisation en fait, de votre comptabilité fournisseur en proposant du rapprochement 2 voies, 3 voies. La gestion des factures intercompagnies, par exemple. Et puis, par rapport à votre base fournisseur, dans le cadre effectivement de la loi de finances 2024, les fournisseurs qui enverront leurs factures via le PPF ou un autre PDP, ils n'auront pas besoin de créer un compte sur TradeShift, ce sera directement reçu en fait au sein de la plateforme et traité.
Et typiquement, s'il s'agissait d'une première facture reçue du fournisseur, le client devra effectuer un simple mapping avec le compte. Donc, comme je l'indiquais, Tradeshift, l'opportunité de vous accompagner en France, l'opportunité de vous accompagner sur de l'automatisation, de l'efficacité opérationnelle. Et en fait, on dispose d'équipes en interne. On peut aussi, comment dirais-je, être accompagné, mais qui vont permettre des déploiements internationaux. Donc, il faut savoir qu'on offre une acquisition multicanale de factures, comme je l'exprimais, un service d'enrôlement, et puis on s'appuie sur un réseau de plus d'1,5 million de sociétés qui est à votre disposition. La conformité fiscale aujourd'hui, de notre côté, elle s'inscrit dans plus de 53 pays, dont l'Italie, la Turquie, la Chine, la Pologne, un certain nombre de pays en Amérique latine qui sont déjà passés sur le mode contrôle continu, le mode e-invoicing, e-reporting, avec, comment dirais-je, avec des subtilités par rapport à chaque pays qu'on s'est adressé. Donc, ça, c'est concernant effectivement notre capacité à vous accompagner sur l'invoicing, l'e-reporting. Marianne, il faudrait peut-être préciser bien à notre auditeur que aussi que tous les secteurs sont concernés, même ceux qui sont sur le DI. Oui. Et que c'est un vrai sujet à se rapprocher, même si vous avez mis le format DIFACT, c'est de rapprocher votre fournisseur pour regarder en fait ce qu'il lui va faire si ce n'est pas Tradeshift, parce que toutes les facturations, à partir du moment où elles sont dans le champ d'application de la TVA, elles vont rentrer dans le champ de la réforme. Donc, ça touche tous les flux déjà avancés depuis très longtemps. En fait. Oui, tout à fait. Complètement. C'est effectivement un bon point. Et après, au-delà effectivement de la réforme, Tradeshift, on peut vous accompagner aussi sur d'autres sujets, avec des places de marché B2B, avec d'autres sujets comme l'ESG, l'empreinte carbone, avec de la collaboration autour de votre chaîne d'approvisionnement, analyse de dépenses, calcul de taxes. Donc ça, c'est typiquement comment Tradeshift peut vous accompagner aussi en complément de s'inscrire comme PDP. Donc, il y a un autre slide derrière, Mariam ou... Non, je pense qu'on peut peut-être passer sur les questions. Ouais, juste un mot quand même, parce que tu t'en as pas parlé, or vous en parlez assez régulièrement et je trouve ça très intéressant. C'est le levier de création de valeur, c'est-à-dire Tradeshift aide aussi à récupérer. Il y a en fait énormément, enfin vous le savez évidemment, hein, vous êtes au cœur de ces métiers-là, mais il y a énormément d'informations à récupérer dans ces factures. Ces factures électroniques vont être un levier de relations clients et une transformation de relations clients, de transformation de relations clients-fournisseurs. Et là-dessus, vous avez des solutions qui vont être très, très intéressantes et permettent d'aller chercher sans doute un peu de revenus, un peu de valeur ajoutée sur l'ensemble de ces fonctions de P2P. Complètement. L'objectif, une des missions de Tradeshift, c'est vraiment pouvoir faciliter la relation entre clients et fournisseurs et de pouvoir effectivement capter plus de données, et puis il y a d'autres contextes réglementaires qui l'obligent aussi, hein, la loi Sapin, etc., le devoir de vigilance. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que Tradeshift peut accompagner effectivement les sociétés. Alors, effectivement, il nous reste, c'est très bien, il nous reste 10 minutes pour prendre les questions qui se posent. Mariam, je te laisse regarder parce que, encore une fois, voilà, c'est très technique et donc je vous laisse entre experts. C'est des très jolies questions qui sont très intéressantes. Non, mais qui montrent en tous les cas les... Alors vas-y, prends-en une, allons-y. Prends-en une, Laurent, prends-en une, réponds. Donc, on a fait le cas de la proforma. Est-ce que c'est dans le champ ou pas dans le champ? Et c'est typiquement ce qu'on disait, la nécessaire cartographie des flux pour déterminer quel type d'opération devrait être invoicé, e-reporté ou en dehors. Donc, on y a partiellement répondu. Mais dans ce cas, il ne sera pas possible de savoir quel est le traitement fiscal de la facture effectuée par l'entreprise facturée, mode de récupération de la TVA, par exemple. Alors, c'est un point qui est très juste. À date, l'administration ne s'est pas prononcée sur un mode automatique de calcul de la TVA lors du pré-remplissage. Et c'est vrai que les entreprises qui ont un coefficient de déduction différent que celui de la plupart des opérateurs, c'est-à-dire 100%, il y aura sûrement un travail de retraitement
de la CA3 pré-remplie, puisqu'elle ne sera que pré-remplie, pour pouvoir déterminer effectivement le droit de déduction. Mais d'où l'importance aussi de savoir effectivement la qualité de ces données quand on les relie sur la CA3. Trade-Shift a-t-il déjà obtenu la certification PDP? Ça, je pense qu'on y a répondu. Oui. Mais Marianne, la question la toute dernière, là, votre portail permet-il d'afficher les informations de toute la chaîne d'achat, c'est-à-dire non seulement les factures mais les commandes? Oui, c'est juste. C'est juste. On peut effectivement gérer tous les documents qui sont liés aux factures et également donc, les avoirs, etc. Et également les commandes. On peut même aller plus loin, comme je l'évoquais, par rapport à l'amélioration de la collaboration sur la chaîne d'approvisionnement. Donc oui, on peut traiter et afficher effectivement ces types de documents. Proforma, etc. inclus aussi, naturellement, ça fait plutôt partie de l'aspect transaction. Et cette question sur le e-reporting des factures étrangères, vous cherchez des informations ERP, ça c'est une question pour Trade-Shift, la capacité de l'outil à aller chercher l'information. Je ne sais pas, Marianne, si vous voulez répondre là-dessus. Alors, pour les reporting des factures étrangères, irez-vous chercher les informations, l'ERP de la société française après comptabilisation, bien directement par lecture des factures par un outil OCR? En fait, ça, c'est plutôt un aspect IT, c'est-à-dire qu'on va s'intégrer avec, finalement, avec vos ERP, donc ça va se faire de manière automatique. L'outil ECR, c'est Tradeshift. Nous, on n'y croit pas. Ce n'est pas notre philosophie. On est vraiment sur le digital par essence. Oui, mais Marianne, ce qu'on peut dire quand même, c'est que même si c'est digital par essence, si vos fournisseurs envoient toujours des factures PDF ou papier, surtout ceux étrangers, puisque le champ de la réforme aujourd'hui, il est sur des factures qui passent par le PPF, si elles sont françaises, il va falloir les traiter en fait. Donc après, à moyen terme, elles vont disparaître, mais il faudra quand même pouvoir les traiter et les intégrer dans le flux et récupérer ces lignes de facture, puisque le e-reporting demande une information assez détaillée pour ces flux de société liés à la communauté européenne. Oui, complètement. Et encore une fois, là, je décrivais plutôt la philosophie côté Tradeshift. Mais comme je l'exprimais aussi, on gère en fait du multicanal. Et effectivement, il va y avoir une évolution, comment dirais-je, du papier vers le full invoicing d'ici à peu près 2030, y compris au sein de l'Europe, parce qu'au sein de l'Europe, tout le monde est en train de... enfin, en tout cas, tous les pays sont en train de passer aussi, de réfléchir à passer sur un mode en contrôle contrôle en continu. Donc, à date, on accompagne aussi le traitement du papier. Voilà, le traitement du papier, le traitement du PDF qui soit un PDF qui ne soit pas un PDF texte, PDF image. Donc, on sait le traiter. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Ah, je crois, oui. de manière assez claire. Il nous reste 5 minutes. Julie, Laurent, d'autres... Après, il y a une question, à mon avis, plus pour Tradeshift. J'imagine que des outils, alors Cofax, je ne sais pas, c'est plutôt de l'acquisition, mais D365, j'imagine que vous avez des connecteurs, Mariam. Oui. D365 pour le reste de l'audience, effectivement, là, ça va être un ERP. Donc, oui, on a des connecteurs. Et puis, comme je l'indiquais, on a aussi un middleware en propre qui est intégré au sein de la plateforme. Donc, finalement, on sait gérer que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs de manière assez agile. Ben, c'était ton premier slide. Venez comme vous êtes. Voilà. Ah, exactement. Vous prenez tout le monde. La capacité d'être connecté à tout le monde. Parfait. On est au bout des questions. Un agenda selon la taille des entreprises. Oui, bien sûr, il y a un agenda selon la taille des entreprises. Je pense que vous le connaissez mieux que moi, Julie, mais oui, il y a un agenda. Oui, alors l'agenda, effectivement, pour en fait, les sociétés à compter du 1er juillet 2024 devront recevoir des factures en e-invoicing. C'est l'intégralité des entités légales qui sont en France.
c'est un peu plus de 4 millions de sociétés. Et ensuite, sur la partie sortante, donc émission du flux, là, on va avoir à peu près 300 grosses sociétés qui vont être ciblées également à partir du 1er juillet 2024. Et ensuite, on aura un calendrier 2025-2026 en fonction de la taille et du revenu des sociétés. Mais je crois, comme le disait Julie tout à l'heure, en tant que président d'une petite entreprise, de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas vraiment. Je crois qu'on a tous intérêt à y aller le plus vite possible. Et je pense que nos clients, si ce sont de grosses entreprises, en l'occurrence c'est mon cas, nous demanderont, à mon avis, assez vite de rentrer dans le système. Et on a tous à y gagner à rentrer dans le système, absolument. Complètement. Et puis, effectivement, faut anticiper le goulot d'étranglement au niveau des PDP. Tout à fait. Tout à fait. Il faut s'y préparer maintenant. Parfait. Un petit mot de conclusion, Julie, Laurent, Mariam? Ouais. Pas de temps à perdre? Pas de temps à perdre. Après, chaque situation est spécifique et en fonction de votre taille, il y a des solutions et des scénarios différents à envisager. Et je pense que c'est cette phase de cadrage qui est clé. Tout à fait. Oui. Mariam, un dernier mot? En gros, il faut vous y préparer dès maintenant. C'est vraiment le mot, le mot final. Il faut vous y préparer. Et on a tout à y gagner. C'est ça. Ça, vous m'avez vraiment convaincu que ça. On a tout. Et un petit peu, je trouve que le parallèle avec le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est un très bon parallèle. On s'en est fait un monde. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans un truc pareil, etc. On est tous, je pense, aujourd'hui, absolument ravis de cette réforme et on a tous bien compris l'efficacité de cette réforme. Merci à tous, merci beaucoup, merci Mariam, merci Julie, merci Laurent, merci pour votre attention et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt pour continuer à parler de ce sujet passionnant. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.